Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le thème de l'obésité et de l'activité physique adaptée. Moi je suis Ambra Médé, je suis chargée de sport santé au comité régional olympique et sportif. Pour vous faire une petite introduction, je vais d'abord vous parler du CROSS. Donc le CROSS c'est une association régionale qui a pour objectif de représenter le mouvement sportif et de le mettre en avant. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a décidé de s'associer avec le réseau des maisons sport santé et avec Obésante pour vous proposer ce webinaire. Bienvenue à tous. Euh, on va avoir plusieurs interventions aujourd'hui. On va avoir d'abord la première intervention du docteur Deluca qui va vous expliquer un peu ce que c'est l'obésité, quelles sont les caractéristiques, ce genre de choses. On va avoir une intervention de Julie Chalumeau qui est enseignante en activité physique adaptée, qui va vous présenter un peu les adaptations qu'on peut mettre en place pour l'activité physique adaptée, adaptée à une population en situation d'obésité. Et ensuite, on aura l'intervention d'une patiente experte qui travaille au sein de OB Centre, Armelle Cachon, qui vous expliquera un peu son parcours. Je vous laisse introduire, si vous le souhaitez, docteur Deluca, sur la première partie du webinaire. Bonjour, Bonjour. voilà. Donc, je vais vous introduire des notions générales sur l'obésité. Pour amorcer les choses, notamment par rapport bien sûr, au sujet du jour sur l'activité physique. Donc, moi, je suis professeur de nutrition donc à l'université de Tours et je m'occupe du centre spécialisé d'obésité. Et donc, je prends en charge, on va en reparler tout à l'heure, les situations les plus sévères. Alors, pour recadrer les choses et de redéfinir l'obésité si les choses sont pas forcément plus claires pour tout le monde. Faut aller un peu plus loin que le poids. C'est ça qu'il faut retenir en premier lieu. C'est-à-dire que certes, le poids est un élément qu'on mesure parce que c'est difficile de mesurer la composition du corps, mais là, la définition de l'obésité, telle qu'elle a été revue encore récemment dans les derniers avis français et même internationaux, l'obésité, c'est un excès de masse grasse. Autrement dit, c'est la graisse qui est en excès, et donc il faut aller un peu plus loin que le poids, comme je viens de vous le dire. Et cet excès de masse grasse, il a aussi des conséquences néfastes sur la santé. Alors on pense facilement aux problèmes métaboliques, comme la partie diabétique, le problème de cholestérol, les problèmes autres comme la tension artérielle, mais on pense un peu moins aux répercussions psychologiques, à l'impact psychologique de la problématique de poids, qui est un élément majeur et quasi systématique dans cette maladie. Alors, une fois qu'on a défini cet excès de masse grasse, il faut recadrer les choses dans leur globalité. Et tous les mots sont importants dans ce qui est mis en gras sur la diapositive. L'obésité, c'est une maladie. Autrement dit, les personnes ne le font pas exprès, c'est pas une question de volonté, c'est un problème de santé. Et c'est important de déculpabiliser les gens et de citer ce mot, ce terme de maladie participe à la déculpabilisation sur la problématique de l'obésité. Le deuxième mot, c'est chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va s'inscrire dans la durée, dont on aura du mal à guérir, au point qu'on sera toujours à risque de reprendre du poids, même si le poids a été perdu de façon significative à un certain moment. Et le dernier élément, c'est multifactoriel. Multifactoriel parce que je vais vous l'exposer après de façon synthétique, mais il y a plein de raisons donc de prendre du poids. Il y a une part génétique polygénique, donc une prédisposition à prendre du poids, mais s'il n'y a pas l'environnement, c'est-à-dire les conditions de vie, le mode de vie tel qu'on le connaît tous les jours en France, par exemple, eh bien, il n'y aura pas de développement d'obésité. Donc, il faut une certaine prédisposition liée au gène, héritée de sa famille, mais il y a aussi cette part d'environnement sur les multiples dimensions qu'on va aborder tout à l'heure, sociale, alimentaire, rapport à l'alimentation, mode de vie en général, et qui vont participer à la prise de poids. Pour classifier les choses, donc on parle de l'indice de masse corporelle pour marquer la gravité vis-à-vis de la problématique d'obésité. Et donc on parle d'obésité à partir d'un indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids sur la taille au carré
à 30. Lorsque on est au-dessus de 35, on parle d'obésité de grade 2. Et au-delà de 40, de grade 3, donc qui sont les obésités les plus à risque de complications. Donc, il faut essayer d'oublier les termes qui sont marqués en dessus des grades, qui sont des termes plutôt anciens, et notamment massif ou morbide. Ce sont des termes qui sont très péjoratifs et stigmatisants et qu'il faut absolument éviter d'utiliser. Alors, l'obésité, c'est un vrai problème de santé publique. En France, si on ajoute le surpoids et l'obésité, on a un Français sur deux adulte qui est dans cette situation-là. Donc, ça veut dire que la moitié de la population française adulte a un problème de surpoids ou d'obésité. Évidemment, quand on a un problème d'obésité, on a plus de problèmes liés à cet état de maladie, et ça concerne 18% des Français. Vous voyez dans la dernière étude de prévalence, donc pourcentage de maladies en France, que le Centre-Val de Loire est passé la troisième région et même deuxième de France métropolitaine si on accepte les DROMCOM euh, en termes de fréquence. Avant, le Grand Est était devant. Maintenant, le Centre-Val de Loire est juste derrière les Hauts-de-France, ce qui signifie certainement une dégradation des conditions socio-économiques parce que l'obésité est très liée au niveau socio-économique, au niveau d'éducation, à tel point que vous avez peut-être déjà entendu dire que l'obésité était une maladie sociale. Donc ça, c'est un élément important. Donc notre région est extrêmement concernée par la problématique d'obésité. L'évolution dans le temps, elle n'est pas favorable, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a environ un Français sur deux qui est actuellement concerné par le surpoids et l'obésité. Mais quand on regarde il y a un peu plus de 25 ans, bah, c'était 38%. Alors, autant le surpoids varie assez peu, autant on voit donc un glissement de cette corpulence vers l'obésité. Donc, les gens qui finalement étaient en corpulence normale sont un peu plus en surpoids. Et ceux qui étaient en surpoids bah, sont passés en obésité, d'où la stabilité en termes de surpoids. Mais vous voyez très bien le doublement de la prévalence de l'obésité, donc entre 97 et 2024. Et quand on regarde les obésités les plus importantes, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 40, bien, c'est carrément x7 en 25 ans. Et donc ça aussi, c'est un vrai souci. J'aime bien montrer cette diapositive aux personnes qui sont concernées par l'activité physique. C'est la prévalence de l'obésité et du surpoids ou de l'obésité toute seule en fonction de la fréquence d'activité physique. Autrement dit, quand on fait du sport plusieurs fois par semaine, eh bien, la fréquence de l'obésité est de 12%, alors que quand on en fait presque jamais, c'est 28%. Et quand on regarde le surpoids et l'obésité, plus obésité, on passe de 40% quand on en fait plusieurs fois par semaine et jusqu'à 60% quand on n'en fait pas. Deux messages derrière ça. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se tromper et pas dire que les personnes qui ont des problèmes d'obésité, c'est parce qu'elles ne font pas de sport, mais plutôt de se dire qu'il y a des événements, un mode de vie qui empêche de faire une activité physique et cet empêchement peut être aussi par le regard des autres notamment. Et l'autre message, c'est que vous voyez que même quand on fait du sport plusieurs fois par semaine, eh bien, on a un surpoids et une obésité qui est un peu en dessous de la moyenne, mais qui reste quand même extrêmement conséquente. On va aborder maintenant un peu plus les mécanismes et en premier lieu la notion de balance énergétique. Donc, cette balance énergétique, c'est l'équilibre entre ce qui est absorbé d'un côté, donc les protéines, les glucides, les lipides, sur la partie gauche de la balance d'épicier dans le temps, et la partie droite, c'est-à-dire les dépenses, donc le métabolisme de base qui correspond aux dépenses sans rien faire pour que le cœur fonctionne, le foie, le rein, le cerveau puissent fonctionner. Une partie d'absorption des aliments, parce que ça coûte de l'énergie de manger, ça s'appelle la thermogenèse. Et la partie variable, qui elle va être sur laquelle on va pouvoir jouer, qui est la partie d'activité physique et de sédentarité. Évidemment, quand on a une adéquation entre ce qui est apporté et ce qui est dépensé, on va avoir une balance à l'état stable et donc un poids qui se maintient.
Et si on a plus d'apport, donc plus d'alimentation, moins d'activité, ou les deux, c'est-à-dire finalement une inadéquation entre ce qui est apporté et ce qui est dépensé, ben ça va favoriser la prise de poids. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que c'est un état de fait de dire que ben, on absorbe plus d'énergie qu'on en dépense, mais c'est un vrai raccourci que de dire il y a qu'à manger moins et bouger plus. Et donc, il faut vraiment explorer les choses quand c'est comme ça, c'est ce qu'on fait en consultation médicale, d'essayer dans un premier temps de pouvoir retracer l'histoire du patient, c'est-à-dire à quel moment le poids a été pris, est-ce que c'est dès la petite enfance, est-ce que c'est à l'adolescence, à l'âge adulte, dans quel contexte, est-ce qu'il y a eu des événements de vie, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu participer à ce développement-là, quel est le contexte de vie, quel est l'environnement familial, comment la personne s'est emparée de cette problématique, est-ce qu'elle a déjà essayé des choses par elle-même, comment ça s'est passé, quels ont été le ressenti par rapport à tout ça. C'est un point majeur. Et l'autre élément aussi, puisque là on parle de consultation pour envisager de perdre du poids, c'est que la personne puisse exprimer ce qu'elle voudrait changer par rapport à sa situation actuelle, ce que sa situation ne permet pas de faire et qu'elle aimerait pouvoir faire avec une amélioration de sa corpulence. Parce que ça, c'est des éléments motivationnels qui sont majeurs, qu'on pourra ressortir lorsque immanquablement la partie motivation risque s'amenuiser si la perte de poids n'est pas celle qui était envisagée par la personne. Alors, il y a quelque chose qu'il faut absolument pas faire quand on retrace l'histoire des personnes. On retrouve souvent des régimes. Et le mot est employé à dessein parce qu'après, vous verrez qu'en termes de prise en charge, on parle d'équilibre alimentaire. Mais le régime, c'est le truc qu'on fait sur une durée courte où on va se priver et on se dit que de toute façon, après, on arrêtera. Donc, voici ce que ça donne quand on fait un régime. Vous avez en bleu la courbe de poids, en rouge la courbe de masse musculaire. Et lorsqu'on fait un premier régime, on va perdre du poids, mais comme vous voyez, on va aussi perdre de la masse musculaire, surtout si on ne fait pas d'activité physique. Et lorsque le régime va s'arrêter, parce qu'immanquablement, quelque chose qui est trop strict ne peut pas être tenu dans la durée et ça peut être même dangereux, finalement, le poids va remonter avec souvent un niveau un peu supérieur à auparavant. Et on retrouve également une prise de masse musculaire, mais au contraire, inférieure à la période initiale. Et comme la personne a repris du poids, elle va être tentée de refaire un régime et on se retrouve dans une situation qui s'aggrave comme ça au fur et à mesure de la répétition des régimes avec un poids qui va augmenter par excès de masse grasse et une masse musculaire qui va de plus en plus se tasser jusqu'à potentiellement atteindre une sarcopénie, c'est-à-dire un manque de masse musculaire. Et ça, c'est typiquement les conséquences de l'effet yo-yo dont vous avez certainement déjà entendu parler. En consultation, on aborde évidemment le comportement alimentaire. Et là, il y a différents secteurs qui nous intéressent. Le premier étant l'hyperphagie prandiale. L'hyperphagie prandiale, ça veut dire hyperphagie, manger beaucoup, prandiale au repas. Soit parce que les quantités sont très conséquentes, on a tendance à se resservir, des choses comme ça, mais aussi parce que la densité de l'alimentation est augmentée, autrement dit, riche en graisse et en sucre. En sachant que la satiété est beaucoup plus liée au poids des aliments qu'à la quantité de calories qu'ils contiennent. Autrement dit, vous avez ces deux photos, une avec un repas complet avec du poisson, des féculents, des légumes, des crudités et des fruits, et de l'autre côté, pain, fromage et crème dessert. On a exactement le même nombre de calories. Par contre, le poids des aliments est plus que doublé sur la photo de gauche et vous aurez beaucoup moins faim, vous serez calé avec le repas de gauche, alors que potentiellement, vous aurez encore faim avec le repas de droite, ce qui va engendrer possiblement une augmentation de ce dont vous avez besoin et donc favoriser la prise de poids. Le deuxième élément, c'est la tachyphagie. Tachy, c'est rapide, donc manger vite. Lorsque le repas est inférieur à 20 minutes, ce qui est le temps nécessaire pour atteindre la satiété, eh bien, on aura tendance à manger plus que ce dont on a besoin, puisqu'on n'aura pas encore eu le signal qui dit que c'est bon, on peut s'arrêter.
Un autre élément, c'est le grignotage, donc les petites quantités de plaisir en dehors des repas qui ne sont pas prévus, au contraire des collations qui sont programmées, et dans lequel les aliments vont être potentiellement moins favorables. Ça, c'est quelque chose qui participe à la prise de poids. Un autre élément et qui rentre plus dans les troubles du comportement alimentaire et qu'il faut savoir détecter, c'est les compulsions alimentaires qui, contrairement au grignotage qui sont dans une dimension de plaisir, on aura là une dimension d'envie irrépressible, c'est-à-dire on ne pensait qu'à ça jusqu'à ce que ce soit assouvi et sans pour autant avoir de perte de contrôle, c'est-à-dire que les quantités vont rester assez faibles. Et puis vous avez une dernière entité qui est l'hyperphagie boulimique, où là, non seulement il va y avoir l'envie irrépressible comme dans les compulsions, mais il y aura également là une dimension de perte de contrôle avec des quantités qui vont être sur un temps court l'équivalent d'au moins un repas, voire plus, et qui vont là grandement favoriser la prise de poids. Les circonstances alimentaires sont importantes aussi. On vient de parler de ce qu'il y a dans l'assiette et la façon de manger, mais aussi ce qui se passe autour est très important. L'ambiance au repas, est-ce qu'on vient stresser au repas, enfin dans un environnement de stress, est-ce que ça se passe de façon conviviale? Est-ce qu'il y a la télé qui risque de détourner l'attention et donc de faire qu'on va plus manger ou se désintéresser de ce qu'il y a dans l'assiette? Il y a des facteurs internes à la personne et notamment la dimension d'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire quelque part nourrir ses émotions, calmer l'anxiété, l'angoisse, la colère en mangeant, ce qui, à court terme, va fonctionner, mais à long terme, va favoriser la prise de poids, donc va majorer la culpabilité et la poursuite de cette anxiété. Il peut y avoir aussi une perturbation de la sensation de faim et de satiété qui est connue chez l'obèse, chez la personne obèse. Euh, les problèmes de sommeil vont favoriser aussi la prise de poids, qu'on ait des complications liées au sommeil, mais qu'on ait aussi un manque de sommeil tout simplement avec une perturbation au niveau hormonal. Et puis, il y a toutes les tentations extérieures, par exemple l'odeur de pâtisserie quand on passe devant la boulangerie qui risque de faire consommer des aliments qui ne sont pas adaptés. C'est la publicité en général pour l'alimentation, c'est passer dans les rayons du supermarché avec certaines envies qui peuvent se présenter. Je vais forcément assez peu détailler la partie activité physique, mais c'est quelque chose qu'on explore évidemment en consultation aussi. Ça va être détaillé bien sûr après par Julie. Avec cette activité physique de deux types, endurance et renforcement musculaire, qui va être une cible à atteindre. On va aborder les choses, la partie thérapeutique juste après. Mais il y a aussi cette dimension de sédentarité à prendre vraiment en compte et à vraiment pouvoir associer cette partie, ces temps dédiés sur l'activité physique, mais aussi limiter la sédentarité. Et ce que je voulais préciser là-dessus, c'est pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure en disant pour parler crûment, les gros n'ont qu'à se bouger. C'est pour vous montrer que c'est pas facile de bouger. Parce que là, vous voyez en termes de coût calorique, l'équivalence en termes de type d'activité qu'on pèse une soixantaine de kilos ou qu'on pèse 120 kilos. Et en pratique, on observe quasiment une dépense doublée. Autrement dit, c'est beaucoup plus fatigant avec un poids élevé de faire le même type d'activité. On se fatigue beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'énergie et c'est plus fatigant, donc effectivement, c'est plus pénible. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que bah, avec une activité relativement modérée, on arrive à avoir une dépense énergétique intéressante et ça, vous l'aborderez tout à l'heure dans les modalités d'exercice physique dans le cadre de l'obésité. Un autre élément qui est corollaire de l'activité et qui rappelle à la problématique sociale liée à l'obésité, c'est l'environnement pour faire de l'activité. Et en pratique, pardon, quand l'environnement est plutôt hostile, c'est-à-dire le graphe de droite qui a plus d'ordures, plus de graffitis, des choses comme ça, on a une augmentation de la prévalence de l'obésité. Alors, à gauche, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, le nombre l'intensité de la présence d'ordures, etc. Et à droite, ce qu'on appelle le risque relatif, c'est-à-dire qu'à 1, on n'a pas de risque. En dessous de 1, on est protégé par rapport à ça. Et au-dessus de 1, on est plus à risque. Donc, vous voyez que là, on tombe à 1,40.
Donc on a 1,4 fois plus de risque d'avoir un problème d'obésité quand on a beaucoup d'ordures autour de chez soi. Et à côté de ça, quand on a des espaces verts et un environnement agréable, eh bien là aussi, enfin, au contraire, par contre, ça va entraîner une diminution, une protection vis-à-vis de ce risque d'obésité. Et ça, c'est forcément lié à la problématique sociale, parce que quand on a les moyens, on ne va pas se loger dans des bars HLM ou des logements sociaux. Ça permet aussi, évidemment, de sortir plus facilement de chez soi et faire de l'activité physique. Pour être complet, il faut aussi aborder les éléments psychosociaux. Je vous ai parlé au début de l'impact que ça pouvait avoir de façon majeure, à la fois en cause et conséquence de la prise de poids. Et donc, il faut vraiment s'intéresser au mode de vie de la personne, à ses relations familiales, sociales, professionnelles, qui sont très très importantes. Il faut aussi s'intéresser à l'estime de soi et la confiance en soi qui sont toujours altérées dans la problématique d'obésité, même si les personnes peuvent paraître joviales très agréables, eh bien c'est très souvent une façade et il y a une souffrance derrière. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut que les personnes arrivent à l'exprimer de façon à améliorer les choses. Et puis on retrouve malheureusement très régulièrement des traumatismes physiques, psychiques, sexuels, et de la stigmatisation dans tous les milieux sociaux, et même à l'hôpital, où finalement la problématique de l'obésité est renvoyée à la figure et pose vraiment des difficultés au quotidien. Deux petits mots des complications de l'obésité. Métabolique, je les ai cités tout à l'heure, c'est le diabète, la dyslipidémie, donc les problèmes de cholestérol et les problèmes de foie infiltré de graisse, la stéatose hépatique. Il y a des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, les problèmes coronaires. Il y a des problèmes respiratoires, le plus fréquent étant les apnées du sommeil. Il y a des problèmes articulaires, donc mécaniques, avec une usure prématurée des articulations, donc arthrose des genoux, des hanches, le mal au dos, et puis d'autres problématiques, donc sur les troubles de fertilité, des problèmes d'incontinence qui peuvent gêner l'activité physique, des mycoses, des insuffisances veineuses et les éléments dépressifs qui peuvent être cause et conséquences. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous tracer les éléments principaux. Je vous avais promis cette diapositive de synthèse tout à l'heure par rapport au côté multifactoriel de l'obésité. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a un peu dit au fur et à mesure. On a la partie donc, de déséquilibre alimentaire, troubles du comportement alimentaire, l'amélioration, enfin, l'activité physique insuffisante et la sédentarité. La partie sommeil, la partie psychique. En bas, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, un peu sur la partie génétique, mais il y a aussi des troubles nutritionnels précoces qui vont faire le lit d'une prédisposition à la prise de poids. Et puis après, il y a les médicaments, la prise d'alcool, l'arrêt du tabac, donc certains autres comportements ou traitements qui peuvent rentrer en ligne de compte dans la prise de poids. Donc vous voyez que c'est jamais univoque. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui donnent le résultat de cet excès de poids. Un petit mot de la prise en charge. Alors, en premier lieu, et ça a été bien dit dans les dernières recommandations de 2022, il faut arriver à décentrer du poids l'objectif de la prise en charge. Autrement dit, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à perdre du poids quand on a un problème d'obésité et on peut, même en ayant une perte de poids limitée, avoir d'autres bénéfices, notamment sur les complications, sur la limitation des facteurs de risque, sur l'amélioration de la qualité de vie, sur la mobilité, et sans pour autant se fixer uniquement sur le poids qui peut assez souvent être décevant par rapport aux objectifs du patient. Et puis il y a une dimension particulière qui est la personne de plus de 70 ans où il faut vraiment se poser la question de la sécurité vis-à-vis d'une perte de poids, parce que c'est une période de la vie où la fragilité, la sarcopénie peut être installée, et donc envisager une perte de poids chez ces gens-là, ça peut entraîner une dénutrition et limiter la mobilité et entraîner une perte d'autonomie. Donc il faut vraiment faire attention de savoir ce qui est le plus appréciable pour le patient. Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que ça va pas faire perdre de l'autonomie et donc être plus problématique qu'autre chose? Donc cette prise en charge, elle doit être forcément multidisciplinaire.
globale, donc s'intéresser à tous les secteurs de la vie du patient, donc les problèmes médicaux, les aspects psychologiques, sociaux, éducatifs, diététiques, alimentaires. C'est important d'avoir cette réflexion sur soi. J'ai parlé de motivation tout à l'heure, ça fait écho à ça. C'est-à-dire que faire le point sur soi-même et qu'est-ce qui a amené au point d'aujourd'hui, c'est aussi quelque part essayer de chercher des solutions pour avancer dans ce problème de poids. On vise pas les régimes, mais vraiment l'équilibre alimentaire et les changements globaux du mode de vie et de façon durable. C'est-à-dire que ces changements-là doivent devenir les nouvelles habitudes de la personne. Et quand on construit ça, on le construit avec le patient, en essayant de faire émerger des propositions de sa part, de façon à ce qu'elles soient bien intégrées et que le patient puisse adhérer au projet. Et donc, c'est une démarche d'éducation thérapeutique ou équivalent s'il n'y en a pas le projet déposé ad hoc. En termes d'objectifs, il faut envisager d'être raisonnable, c'est-à-dire pas plus de trois objectifs et des objectifs atteignables. Et bien sûr, ces choses-là sont revues au fur et à mesure du suivi. Une fois qu'on a atteint un objectif, on en fixe un autre et ainsi de suite, de façon à ce que on puisse avancer, que la personne se sente valorisée dans ces changements, ce qu'on va appuyer aussi en consultation. Et comme ça, on avance et la personne reprend confiance en elle-même parce que elle refait des choses qu'elle ne se sentait pas forcément capable de faire. Et puis, en termes d'objectifs de poids, ce qu'on estime comme une perte de poids optimale, c'est 5 à 10% du poids en 6 à 12 mois, même si je vous ai dit à l'instant que le poids ne devait pas être le seul objectif, mais qu'il fallait vraiment le décentrer de l'objectif principal de la prise en charge. Donc dans cette prise en charge, bon, on l'a un peu dit déjà, il y a la partie diététique, il y a la partie activité physique, il y a la partie psychologique, encore une fois à ne pas négliger, il y a les éléments sociaux dont il faut vraiment s'occuper, et puis il y a la partie sommeil. Ça reprend un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça synthétise les choses. Du côté diététique, donc ce qui est important, c'est d'avoir du bon sens. Alors, le bon sens, ça peut être assez subjectif, mais en tout cas, avoir des règles assez simples, comme ne pas sauter de repas, ne pas s'interdire certains aliments parce que ça va générer de la frustration, ne pas faire de régime restrictif, donc ne pas enfin, avoir une alimentation déséquilibrée. Et vous voyez à droite que le mot régime, il faut vraiment le bannir dans le discours qu'on peut tenir. Il faut essayer d'avoir un plaisir de manger qui revient, parce que beaucoup de personnes ont une alimentation automatique à laquelle ils ne prennent aucun plaisir, ce qui participe au fait de manger vite. Et donc, prendre le temps de manger, retrouver le goût des aliments, c'est un élément important. Prendre les repas à table, prendre le temps de manger, on vient de le dire, prendre les repas en commun, essayer que l'initiative aussi familiale soit globale, autrement dit que tout le monde se mette au diapason et ce qu'on propose en termes d'alimentation, vous voyez que c'est ce qu'on devrait tous faire pour rester en bonne santé et pas forcément dans une dynamique, une intention de perte de poids. Et il n'y a rien de pire que d'avoir le repas spécifique pour la personne qui a envie de perdre du poids et que les autres fassent ce qu'ils veulent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'activité physique, encore une fois, mais au-delà de l'aspect diminution, enfin dépenses énergétiques, il y a les autres bénéfices. Donc les bénéfices de perte de poids, certes, mais de conservation de masse musculaire, mais aussi la socialisation, la valorisation des efforts et l'autonomisation. Ça, c'est une plaque pour vous communiquer que quand on fait de l'activité physique adaptée, on a besoin d'une évaluation médicale et on peut balayer comme ça les explorations nécessaires ou pas en termes de nécessité par rapport à l'activité physique. Deux petits mots de la filière de soins. Donc, selon le niveau de gravité et selon tous les critères que vous avez écrits ici, les 7 critères, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Et donc, les choses sont intenses, plus on va s'adresser à des spécialistes. Le niveau 1, c'est la proximité avec le médecin traitant, le pédiatre pour les enfants, tous les professionnels de proximité. Le niveau 2 va s'intéresser aux personnes qui ont une situation plus sévère. Et là, ça va être les hôpitaux périphériques, mais aussi certains programmes d'éducation thérapeutique, les soins de réadaptation et les spécialistes de la nutrition en libéral. Et puis, vous avez le niveau 3, qui est le centre spécialisé d'obésité,
dont Tours en est un, il y en a une quarantaine en France, qui prennent les situations les plus sévères et les plus complexes. Deux CSO sur la région, un à Orléans, un à Tours, et un SMR expert qui est Terrae, donc à Blois, et qui prend en charge les situations en SMR. Il y a d'autres SMR sur le territoire, mais ce Terrae est celui qui prend en charge les situations les plus complexes. Justement, la place des SMR, il ne faut pas le voir en première intention. C'est une situation, sauf exception, qu'on va envisager seulement une fois qu'on aura fait le point et qu'on aura pu accompagner le patient et qu'on voit qu'il y a certaines difficultés dont on a du mal à surmonter. En pratique, c'est en échec de prise en charge ou lorsqu'il y a besoin d'une rupture prolongée par rapport au milieu habituel. Et c'est un endroit où on va travailler l'alimentation, travailler le psychologique, travailler à la mise en route de l'activité physique régulière. Et puis, il y a certaines situations de dépendance où là aussi, on va avoir besoin des SMR, mais ce n'est pas tout à fait le même objectif, c'est plutôt l'objectif de réautonomisation dans ce cadre-là. Dans l'arsenal thérapeutique, on a maintenant depuis bientôt un an sur prescription les analogues du GLP-1 qui sont en deuxième intention. Donc après 6 mois de prise en charge où l'évolution ne permet pas de dire qu'on a une efficacité. Et ces médicaments-là ont une action sur la faim et la satiété. Ça coupe la faim et ça favorise la satiété. Et donc c'est des médicaments qui sont très utiles mais qui ont le gros défaut de ne pas être remboursé et de coûter jusqu'à 400 euros par mois. Dernière alternative thérapeutique, la chirurgie de l'obésité, donc avec des critères très précis, dont je vous laisse lire les trois principaux, donc notamment en termes de corpulence, supérieure à 40 ou 35, avec des éléments qui peuvent être améliorés par les problèmes de poids. Ça ne s'improvise pas, il faut un suivi de préparation de au moins 6 mois, mais à Tours, on a fait le choix de faire 12 mois minimum, et un suivi post-opératoire à vie. Et donc, ça ne se propose pas à tout le monde parce qu'il faut être dans une situation favorable pour que la chirurgie puisse être bénéfique. Et notamment en termes d'âge, on ne peut pas aller au-delà de 70 ans et c'est très très limité pour les mineurs. Sans rentrer trop dans le détail, deux types de chirurgie principalement. Donc l'anneau gastrique, on l'oublie, il est mis de côté. Ça fait plus de 10 ans, par exemple, qu'à Tours, on n'en a pas posé parce que ça posait des problèmes. C'est moins efficace et il y a plus de complications. Et donc le plus utilisé actuellement, c'est la sleeve gastrectomie. Donc on coupe l'estomac dans sa longueur, ce qui permet de réduire la taille de l'estomac, donc de réduire la taille des repas. Et l'autre technique, c'est le bypass, où là, on a une suture au niveau de l'estomac et puis l'intestin qui est relié au haut de l'estomac, ce qui fait qu'il y a un court-circuit de la partie bleue où les aliments ne sont pas absorbés. Donc là, on a aussi l'effet de petits repas, mais aussi une malabsorption parce que tout le tube digestif n'est pas utilisé. C'est important de bien suivre les patients parce que ben, c'est une opération définitive, on ne revient pas en arrière. Il faut avoir un accompagnement diététique et à nécessité de manger plusieurs fois par jour, donc 5 à 6 fois par jour à vie, au vu de la diminution de la taille de l'estomac. Bien mastiquer et avoir une durée de repas adaptée parce que sinon ça bloque, on peut avoir mal et vomir, donc c'est un vrai problème. On a la problématique d'avoir suffisamment de protéines dans l'alimentation, ce qui peut être aussi un problème. Et il y a nécessité de supplémenter à vie en minéraux et vitamines et d'avoir une prise de sang au moins annuelle à vie également. Donc ça, voilà, ça s'improvise pas et il faut avoir un suivi au long cours. Donc il me reste à conclure en replaçant les choses donc avec au centre la motivation et du patient, l'accompagnement qu'on peut donner, ce qu'on peut faire en tant que levier pour favoriser cette motivation, et d'un autre côté, favoriser l'autonomie du patient, parce que bien sûr, le jour où on a vraiment gagné, c'est le jour où on peut dire au patient, bah, c'est bon, vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes autonome et vous pouvez continuer comme ça. Et il ne faut ne pas oublier que le poids n'est pas au centre de la prise en charge, mais il y a tous les autres bénéfices, et notamment psychosociaux, qui sont à prendre en ligne de compte, et bien sûr s'en occuper pour les améliorer, évidemment. Je vous remercie. Merci, monsieur, docteur Deluca.
Je prendrai du coup toutes les questions à la fin des trois interventions. Je laisse donc la parole à Julie Chalumeau. Donc, je vais prendre la suite du professeur De Lucas. Donc, en effet, on va parler de l'activité physique adaptée chez l'adulte en situation d'obésité. Donc, en Europe, on a près de la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse, avec des disparités marquées selon les pays, le genre, l'âge, les revenus. Euh, la prévalence de l'obésité augmente en France. Il y a plusieurs études qui en témoignent. Donc, de 97 à aujourd'hui, la proportion d'adultes en situation d'obésité, elle a quasiment doublé. On est passé de 8,5% à 18%, comme disait docteur De Lucas, avec 47% des femmes et 29% des hommes qui ne pratiquent aucune activité physique et une augmentation certaine de la sédentarité. Donc la sédentarité, elle se définit comme une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique proche de la dépense énergétique de repos en position assise ou allongée. Donc elle correspond en fait au temps passé en position assise ou allongée dans la journée, hors temps de sommeil, que ce soit sur le temps de travail, lors des déplacements en transport motorisé ou des loisirs, et notamment devant les écrans. Donc, l'activité physique adaptée, qu'est-ce que c'est? Donc, d'après l'OMS, donc elle est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques et qui requiert une dépense d'énergie. Donc, ça peut être dans le cadre des loisirs pour se déplacer d'un endroit à l'autre sur le lieu de travail ou pendant les tâches ménagères. Il est recommandé donc une activité physique d'intensité modérée ou soutenue pour avoir des effets bénéfiques sur la santé et qui découle donc à ce que l'amélioration du niveau d'activité physique adaptée profite à la santé et au bien-être. Donc, quels sont les bienfaits de l'activité physique adaptée? Donc, elle va permettre de lutter contre la sédentarité et d'augmenter le niveau d'activité physique quotidienne. Elle va permettre également d'entretenir et d'améliorer la condition physique. Donc, quand on parle ici de condition physique, on parle de travail en endurance, de renforcement musculaire et d'étirement principalement. Donc, le travail en endurance qui va permettre un bénéfice au niveau cardio-respiratoire et cardio-circulatoire. Le renforcement musculaire qui va permettre, lui, une augmentation de la masse musculaire et du métabolisme de repos. Et les étirements qui vont permettre de retrouver une certaine mobilité et d'éviter les complications musculo-tendineuses. Donc, l'activité physique adaptée va également permettre de restaurer un état de bien-être psychique en essayant de rectifier l'image du corps, de développer le plaisir et de donner goût à la pratique sportive, mais également de créer des relations sociales au sein d'un groupe. Donc, pourquoi pratiquer une activité physique? Donc, pour prévenir des complications médicales de l'obésité qu'on a pu voir dans la présentation précédente, d'améliorer les capacités fonctionnelles, d'améliorer la perception de l'image corporelle, améliorer la qualité de vie, aider à la perte de poids et à la stabilisation de cette perte. Hop. Alors, maintenir la motivation, c'est essentiel avec un public en situation d'obésité. Donc, dans cette approche de Prochaska et Di Clemente, à chaque stade, le thérapeute va devoir adapter son discours aux représentations du patient sur son comportement qui est problématique dans la prise en charge, de façon à pouvoir induire un passage au stade suivant. Donc, on va avoir 6 phases. Donc, on a la première phase qui est la phase de pré-contemplation. Donc là, votre patient ou votre pratiquant n'a aucune intention de changer de comportement. C'est donc là à nous de transmettre les informations pour essayer de réduire un petit peu les risques. Donc là, souvent, ça peut se faire un petit peu sous forme d'entretien ou de questionnaire pour pouvoir ensuite arriver sur la phase de la contemplation. Donc, c'est la phase où le patient va prendre conscience du problème. Et c'est là que vous devez essayer de réaliser un entretien vraiment motivationnel en s'appuyant sur les divergences entre le comportement et les valeurs du patient et reconnaître un petit peu l'ambivalence et évoquer les raisons de pourquoi changer. Ensuite, vous avez la phase de préparation. Donc, le patient se sent prêt à démarrer la phase d'action dans un futur assez proche. Il va déterminer les décisions et commencer à les planifier dans son agenda. On a ensuite la phase d'action. Donc là, ça va être un changement qui est engagé vers des modifications du style de vie. Le patient va se heurter
généralement a des difficultés et en tant que professionnel, c'est là que nous devons vraiment venir soutenir et encourager pour aider le patient à pouvoir avancer dans son processus. Ensuite, on va avoir le maintien donc des nouvelles habitudes. Donc là, il faut rester prudent parce que les tentations sont nombreuses, généralement, de retourner sur le comportement problématique de base. Donc, il faut vraiment appuyer les efforts réalisés, valoriser les efforts du patient et préparer éventuellement une liste de potentielles rechutes. Donc, la rechute, c'est notre étape suivante. Donc, elle est possible et elle fait généralement partie du processus de changement. C'est un temps qui est nécessaire, généralement, à la réussite finale du processus. C'est là qu'il faut essayer de communiquer, dédramatiser, être tolérant et pourquoi pas réunir un réseau de soutien auprès du patient, que ce soit un réseau social dans la pratique d'activité physique ou au niveau familial. Donc, on va passer maintenant aux recommandations en termes d'activité physique. Donc, l'OMS nous recommande les exercices de type aérobie, donc de 150 à 300 minutes par semaine à intensité modérée ou de 75 à 150 minutes par semaine à intensité soutenue. Et surtout, il ne faut pas négliger les exercices de renforcement musculaire, donc qui vont se faire 2 fois par semaine en essayant de travailler l'ensemble des groupes musculaires. Donc voilà, donc toutes ces recommandations-là pour essayer de rompre les périodes de sédentarité par du temps d'activité physique également. On peut rompre cela par des périodes d'activité physique de faible intensité. Et par exemple, quand on travaille au bureau, juste se lever, marcher quelques minutes, s'étirer, au bout de 2 heures, passer assis ou faire quelques mouvements, des petites rotation des épaules, rotation du bassin, voilà, des petits exercices assez simples. Il faut bien retenir que toute activité physique réalisée est mieux que aucune activité physique. Voilà, dans la journée, il faut essayer quand même de se dire bon, bah, c'est pas grave si j'ai pas fait mon quota de temps d'activité physique, mais j'en ai fait un petit peu et c'est déjà tout là le travail chez la personne en situation d'obésité. Donc, pendant l'activité physique, vous pouvez vous référer à l'échelle de Borg, donc, qui va permettre de vous donner un indice sur la perception de l'effort. Donc, par exemple, sur un effort à intensité modérée, vous devez vous trouver à peu près entre 5 et 6 sur 10. Donc, c'est-à-dire que vous avez un essoufflement qui est assez important, une légère fatigue, mais vous arrivez à respirer et vous pouvez parler pendant la pratique en faisant quelques pauses. En revanche, en ce qui concerne l'activité physique à intensité soutenue, donc là, on se trouve sur l'échelle de Borg à entre 7 et 8 sur 10. Donc, l'effort est assez difficile. Je sors de ma zone de confort. Je suis essoufflée et je ne peux plus parler pendant ma pratique. Voilà, donc toujours garder en tête qu'il faut accompagner les individus vers un changement de mode de vie avec une majoration de l'activité physique quotidienne et une diminution des temps sédentaires et de rompre les activités, les habitudes de vie et briser un certain cercle du déconditionnement. Donc, on va voir juste après. Parce que ces objectifs d'activité physique, ils peuvent être difficilement atteignables chez des patients en situation d'obésité qui sont souvent très déconditionnés, sédentaires et peu motivés pour l'activité physique. Et leur obésité leur engendre souvent des contraintes importantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de lutter contre cette spirale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc, ici, on va voir que la sédentarité va engendrer une hausse de la masse grasse et une diminution de la masse musculaire. Donc, une obésité, un déconditionnement à l'effort, de l'hyperventilation et de la dyspnée, une fatigue musculaire, une diminution de l'oxygénation tissulaire, une augmentation des problèmes articulaires, une diminution du plaisir à pratiquer des activités physiques adaptées, un rejet du sport et des pratiques physiques en général, une non-intégration sociale ici, et une diminution des dépenses énergétiques qui aboutit à une augmentation de l'IMC. Donc, il faut vraiment essayer de sortir le pratiquant de cette spirale, commencer par des activités plutôt douces qui vont permettre de relancer petit à petit la confiance et la mobilité des patients. Donc, la reprise de l'activité physique, je répète, elle doit être vraiment progressive
et elle va permettre de lutter contre les complications médicales de l'obésité, d'améliorer le quotidien des personnes en situation d'obésité. Donc, quelles activités sont adaptées à un adulte en situation d'obésité? Donc, on va avoir dans un premier temps les activités aérobies. Donc, les activités aérobies, c'est souvent appelé les activités d'endurance. Donc, c'est quand tous les muscles principaux du corps bougent de manière assez rythmique pendant une longue durée. Donc, l'exercice d'aérobie va impliquer une augmentation de la consommation d'oxygène par le corps. Et c'est pour ça que notre corps accélère la respiration et la fréquence cardiaque. Donc, ce type d'exercice, il est important pour de nombreuses fonctions de l'organisme et il contribue à garder notre cœur, nos poumons, notre système circulatoire en bonne santé et aussi à améliorer la condition cardio-respiratoire. Donc, ce qu'on entend par activité aérobie, on va avoir les activités modérément intenses. Donc ici, ça va être de la marche rapide, de la marche nordique, du vélo en extérieur, si possible, avec des adaptations du matériel, de l'ergocycle également avec des adaptations du matériel possible, de l'aquagym, de l'aquabike, de la gym sur chaise, du pilates, du yoga, de la danse de salon. Et après, il y a toutes les autres types, les activités type activités de la vie quotidienne, le jardinage, le ménage, etc. On va aussi avoir les activités soutenues, donc là, qui vont entraîner une respiration plus lourde et qui empêchera là de tenir une conversation, comme je vous disais sur l'échelle de Borg, on est entre 8 et 9, donc vraiment une respiration très accélérée avec forcément une hausse de la fréquence cardiaque et de la température corporelle. Là, on va plus être sur des activités de type circuit training, du HIIT, du fitness à la maison, de la natation rapide, de la marche vraiment plus rapide que sur la citation précédente que je vous ai faite, de la randonnée, peut-être avec un petit peu de dénivelé ou autre. Voilà. Donc, on va également avoir le renforcement musculaire qui n'est pas à négliger, donc au moins 2 fois par semaine, comme je disais tout à l'heure, avec du matériel, du petit matériel suffit, hein, des poids, des élastiques, des barres lestées, ou alors ça peut également être sans matériel, ou alors du matériel qu'on a à la maison, des bouteilles d'eau, voilà, des choses comme ça qui permettent de rajouter un petit peu de poids. Donc, en ce qui concerne le déroulement d'une séance, donc généralement, on est sur 45 minutes. On peut aller jusqu'à 1 heure avec un échauffement. Donc, bien prendre le temps de faire un échauffement pour éviter toutes les blessures possibles. Un échauffement qui peut durer 10 à 15 minutes, donc des petits mouvements assez simples. Voilà, des rotations de la tête aux pieds. Et puis, un petit échauffement cardio, donc plus avec des montées de genoux, des talons-fesses, des choses comme ça. Après, vous aurez votre corps de séance, l'activité que vous proposez au patient, toujours en gardant en tête qu'elle doit être adaptée à lui, adaptée à ses conditions, adaptée au jour le jour, hein. En fait, il faut vraiment voir en fonction de l'aspect global du patient et de son état d'esprit le jour même de la séance. Et ne pas négliger non plus le retour au calme, donc qui peut être de 10 à 15 minutes avec des étirements, des exercices de respiration, de méditation. Prendre un temps également pour faire un retour d'expérience sur la séance que vous avez vécue avec votre patient ou avec votre pratiquant. Ça peut permettre d'adapter les séances suivantes et de garder un lien et une certaine motivation de la part du patient, de savoir qu'à la séance suivante, vous allez adapter en fonction de ce qu'il a aimé, moins aimé. Voilà. Vous pouvez également travailler en musique. Ça marche bien c'est chez des patients en situation d'obésité pour le côté motivationnel. Les activités à éviter. Donc, toutes les activités qui vont être à impact direct pour éviter toutes les douleurs au niveau articulaire sur les genoux, les chevilles, etc. Vous avez la possibilité de pratiquer toutes les activités physiques tant qu'elles sont adaptées aux capacités de votre pratiquant. Tout est possible. Le foot, marcher, tout est possible. Le basket, vous pouvez le faire en marchant. Voilà. Toutes les activités peuvent être adaptées.
écouter le ressenti du patient avant tout et veiller à sa sécurité tout au long de la séance. Donc, dans un premier temps, généralement, il faut essayer de privilégier les exercices qui alternent temps d'effort et temps de repos et ceux qui sollicitent le moins les membres porteurs et les articulations. Par exemple, l'aquagym, la marche nordique. Voilà. Si le patient ressent des douleurs articulaires, il est mieux de stopper l'activité, de passer sur quelque chose de plus doux. Voilà. Hop. Comment évaluer l'efficacité de votre pratique? Donc là, c'est bien quand même de faire un point avec votre pratiquant ou votre patient au fil de son évolution dans la pratique d'activité physique. Donc, moi, je préconise 3 alternatives. Donc, l'entretien, les tests de conditions physiques et l'évaluation de l'amélioration de la qualité de vie. Donc, l'entretien, donc ça va passer par un entretien avec des objectifs SMART. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, des objectifs qui doivent être spécifiques. Donc, chercher avec le patient quel est l'objectif le plus approprié, le plus précis possible à noter sur le papier. Mesurable, c'est-à-dire comment on va mesurer les progrès vers la réalisation de l'objectif à T1, T3, T6, voilà, en fonction du temps de pratique que vous avez avec le pratiquant. Des objectifs surtout qui vont être atteignables. Est-ce que mon objectif est réalisable dans ma condition physique actuelle? Des objectifs qui sont réalistes. Est-ce que l'objectif est pertinent dans ma prise en charge par rapport à mon objectif? Et temporel. Donc, quelle est l'échéance prévue pour atteindre l'objectif? Donc là, je mets un petit peu les freins sur le temporel avec des personnes en situation d'obésité. Mieux vaut ne pas mettre de date finish parce qu'on cherche vraiment une activité physique qui va être prolongée dans le temps et qui ne va pas s'arrêter à un certain temps après un programme spécifique. Voilà, on cherche vraiment à ce que le patient ou le pratiquant puisse continuer l'activité physique par lui-même après la prise en charge que vous aurez avec lui. On va avoir également les tests de conditions physiques. Donc, vous pouvez faire des tests de conditions physiques initiaux. Après, ce que moi, je préconise, c'est de faire des tests tous les 2 mois pour pouvoir reprendre un petit peu la base, montrer également aux pratiquants quelles ont été ces évolutions, où est-ce que ça a pêché un petit peu, où est-ce qu'il faut travailler un petit peu plus, etc. Donc, les tests de conditions physiques, ça peut être des tests de marche. Donc, on peut avoir le test de marche de 6 minutes si votre pratiquant est en capacité de le faire. On peut avoir les tests de 2 minutes. On a aussi après donc tout ce qui est test du assis debout pour les membres inférieurs, le test de flexion des bras pour les membres supérieurs, et puis on peut avoir aussi le test du gratte dos pour la souplesse au niveau des épaules. On a pas mal d'autres tests, donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et je pourrais vous détailler un petit peu tous les tests qui existent pour cette population en fonction des objectifs qu'ils ont à évaluer. Et ça peut être aussi donc l'évaluation de l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. Voilà, donc il y a des questionnaires qui existent tout simplement pour évaluer cette qualité de vie. On peut également utiliser tout ce qui est podomètre, tracker, tout ça pour motiver le patient. Donc là, on est plus sur quelque chose de motivationnel, de se dire j'ai fait tant de pas dans la journée, etc. On commence bien sûr pas par dire à notre patient ou notre pratiquant il faut faire 10 000 pas par jour à partir d'aujourd'hui. On commence vraiment par des objectifs toujours SMART qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire aujourd'hui je commence par 1000 pas et peut-être que dans un mois j'arriverai à faire 2000 pas et ainsi de suite. Voilà pour ce qui est de l'activité physique et de ce que je peux vous en dire. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de renseignements sur les tests qu'on peut pratiquer pour cette population. Mais essayez de surtout ne pas vous lancer bille en tête avec un patient en situation d'obésité dans la pratique sans avoir évalué un minimum ses capacités. Donc, pour des personnes en situation d'obésité, vous allez pouvoir avoir différentes orientations qui vont être possibles. Donc, on va avoir les maisons sport santé, les enseignants à pas libéraux, les kinés, le milieu associatif, les clubs de sport, les associations de patients et donc Obécentre.
Donc, par exemple, si vous êtes en capacité de proposer des activités physiques pour les personnes en situation d'obésité sévère ou complexe, vous pouvez envoyer votre candidature, entre guillemets, sur le site d'Obécentre en passant par l'onglet sollicitation pour une demande de parution dans l'annuaire. Donc, en fait, on a un annuaire Obécentre qui va permettre de référencer tous les professionnels médicaux et paramédicaux euh, et il nous sert vraiment pour orienter au mieux les patients. Donc, ça peut être pendant les consultations médecins, etc. Les médecins se réfèrent à cet annuaire pour pouvoir orienter. Donc, c'est pas que de l'activité physique, hein. On a tous les champs médicaux et paramédicaux qui sont représentés sur cet annuaire. Donc, pour conclure, à retenir que ici, on cherche à lutter contre la sédentarité. Il faut essayer de sensibiliser vos patients ou vos pratiquants euh, au risque de la sédentarité. Donc, tous les patients obèses peuvent pratiquer une activité physique tant qu'elle est adaptée. N'oubliez pas ça. Tout est possible, même si vous avez une personne en situation d'obésité dans un groupe de personnes qui ne sont pas en situation d'obésité, vous pouvez l'inclure dans votre cours. Il faut essayer de faire corps avec le patient, de l'aider dans ses démarches et de limiter les freins à la pratique d'activité physique. Donc les freins que vous allez pouvoir voir un petit peu plus en détail avec Armel Gachon derrière moi, qui est notre patiente partenaire à Obécentre. N'oubliez pas d'évaluer votre patient, d'établir des objectifs avec lui, des objectifs, on n'oublie pas, atteignables et réalisables. Nos recommandations qui sont de 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine, 75 à 150 minutes d'activité physique soutenue. On n'oublie pas d'inclure à tout ça le renforcement musculaire au minimum 2 fois par semaine. Et le maître mot, bien sûr, c'est progressivité et adapté aux objectifs de chacun, à la condition physique de chacun. Tout ça dans une certaine bienveillance et bien sûr veiller à la sécurité de vos patients. Voilà, je vous remercie et puis je vais passer le relais à Armel Gachon. Merci Julie pour ton intervention Merci et beaucoup. je laisse la place à Armel Cachon Ouais. pour cette troisième Alors, partie de webinaire. alors donc du coup, je suis patiente partenaire pour Obécentre. Moi, j'avais envie de faire un petit point vraiment sur les freins à l'activité physique des patients parce qu'il y a des choses qu'on entend encore trop, même dans le milieu soignant, même si c'est pas forcément voulu et intentionnel. Donc, on va revenir sur ces différents freins en fait pour mieux accompagner, mieux comprendre les patients, ce qu'ils peuvent vivre. Alors bien sûr, je vais peut-être parfois un peu parler plutôt de mon vécu ou parfois un peu généralisé, mais dans l'idée, c'est toujours de nourrir un petit peu cette compréhension de l'autre, l'empathie, et de ne pas juste penser que bah, les freins à l'activité physique, c'est parce que le patient est forcément feignant ou se laisse aller. Donc j'avais trouvé cette image un petit peu sympa dans l'idée que c'est la partie visible de l'iceberg, en fait, que dans l'imaginaire collectif, donc la personne qui ne fait pas de sport, donc c'est quelqu'un qui est feignant. Et bien entendu que non, en fait, il faut aller un petit peu voir sous la surface. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles un patient ne fait pas de sport. Parfois on y pense, parfois on n'y pense pas, parce que bah, on n'a pas le même vécu que le patient et bah forcément ça paraît pas évident quand on a été éduqué au sport, par exemple, depuis son enfance. Donc ça, c'est une des conditions, c'est bah, notamment une mauvaise éducation. Alors, j'ai mis mauvaise vraiment entre guillemets, hein. Mauvaise éducation au sport, soit parce que les parents ne faisaient pas de sport, donc moi c'était mon cas personnellement, soit c'était pas habituel dans la famille, soit les parents n'étaient pas disponibles, par exemple, pour emmener les enfants faire du sport après l'école. Et ça, c'est vrai que tout ce qui va être hérité de l'enfance, ça va fortement influencer ensuite la vie d'adulte. Et c'est pas simple de changer ces choses-là, il faut en être conscient. Mais c'est possible, avec la méthode des petits pas, comme on a dit tout à l'heure. Donc voilà, et c'est vraiment, vraiment possible. Ça demande du temps. Voilà. Je ne faisais aucune activité sportive quand j'étais enfant, vraiment aucune activité en dehors de l'école. Et on peut retrouver vraiment du plaisir à faire du sport ou de l'activité physique, puisqu'il n'y a pas que le sport, bien sûr.
Euh, alors, le patient lui-même peut avoir des idées reçues quant à la pratique de l'activité physique. D'ailleurs, il y a justement cette confusion généralement entre sport et activité physique. Et puis, bah, de valoriser que bah, des fois, juste faire le ménage, bah, c'est déjà de l'activité physique. On se dépense quand même pas mal et c'est mieux que bah, rien du tout en fait. Et je pensais d'ailleurs, à tort, que bah, il fallait forcément faire énormément de sport pour avoir des bénéfices en fait dans la pratique et au niveau santé, alors qu'un petit peu, bah, c'est toujours mieux que rien. Et, euh, et ça, bah, c'est pareil, le patient, enfin non, le soignant, pardon, ou l'accompagnant peut ne pas en avoir conscience non plus. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de vraiment venir interroger les représentations du patient sur bah, qu'est-ce qu'il pense de l'activité physique, qu'est-ce que ça représente pour lui, pourquoi, soit à travers un photolangage, un groupe de parole. Il faut savoir que parfois, bah, l'activité physique, ça peut être quelque chose de très négatif dans l'esprit d'une personne, soit parce qu'à l'école, c'était forcé, qu'on ne pouvait pas choisir l'activité, par exemple. Donc, il y a des choses qui peuvent rester comme ça de l'enfance ou juste d'événements vécus négativement par un patient. Et donc, pour ne pas rentrer dans cette spirale du déconditionnement dont parlait tout à l'heure Julie, et puis, dans d'autres freins éducatifs qu'on peut rencontrer, c'est la culture de la performance tout le temps, de la compétition entre enfants, voire entre adultes, et de la comparaison qui peut être un petit peu difficile à vivre pour les patients en situation d'obésité. Et alors, il y a certaines personnes que ça vient stimuler, donc c'est pour ça que je dis qu'on est toujours différents les uns des autres. Mais parfois, cette comparaison entre les personnes peut venir mettre en échec vraiment les personnes en situation d'obésité. Donc le dépassement de soi, bah, c'est toujours important dans l'idée que bah, on n'a pas tous le même niveau, pas tous les mêmes capacités. Et c'est là où il faut venir valoriser en fait les progrès vraiment de chacun et vraiment à un niveau individuel. Et même parmi des patients en situation d'obésité, bah, vous n'aurez pas les mêmes capacités entre une personne qui a peut-être un IMC à 35, d'un autre patient qui a un IMC à 50, de quelqu'un qui a peut-être une autre pathologie à côté. Enfin voilà. Donc c'est le dépassement des propres capacités entre guillemets du patient. Donc ensuite, donc je suis désolée, hein, c'est un PDF, j'avais fait sur Canva et du coup c'était un petit peu compliqué à partager, donc je me suis permise de le mettre en PDF. Il y a aussi tout ce qui est frein psychologique hein, dans cette partie non visible de cet iceberg. Les freins psychologiques et émotionnels, donc à l'activité physique, ça peut être vraiment de la honte et la peur du regard des autres, peur de se ridiculiser. Alors, peut-être que vous, moi je sais pas, j'ai pas vos réponses à vous non plus derrière l'écran, mais peut-être que voilà, vous, ça vous paraît ridicule, qu'on se sente ridicule. Eh bien, non, c'est vrai que des fois, on peut vraiment, on est tellement jugé en fait et stigmatisé et pointé du doigt quand on est en situation d'obésité ou qu'on a aussi d'autres pathologies chroniques et des handicaps liés, on peut avoir tellement vécu de choses traumatisantes vis-à-vis de ça que bah, du coup, on perd toute confiance en nous et on se dit qu'en fait, on va pas du tout y arriver. Et donc, la peur de faire se renforce et on ne fait plus. Donc dans les freins psychologiques, il y a à nouveau bah, cette culture de la performance. Alors parfois les ateliers en groupe, moi j'ai pu expérimenter que ça pouvait être bénéfique dans le sens où ça peut motiver, mais attention aussi dans le sens où on peut même se comparer entre patients et du coup bah, ça peut être une limite. Mais là c'est pareil, c'est chaque patient est un peu bah, particulier. Certains patients en situation d'obésité, mais c'est pas tous bien sûr, hein, mais moi j'avais un petit peu cette pensée un peu perfectionniste et dichotomique de soit je fais tout bien, soit je fais rien. Et donc bah, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc ça c'est bah, de la psychologie, hein, on va dire, mais voilà. Donc je suis sortie un peu de ça et je fais aujourd'hui un peu plutôt que pas du tout. Il peut y avoir de gros soucis d'estime de soi chez les patients en situation d'obésité. Donc, il y a le sentiment, d'une part, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir peur de ne pas y arriver, mais ça peut être même beaucoup plus profond et beaucoup plus grave, entre guillemets. C'est vraiment ce sentiment de ne pas mériter, même de guérir. Ça arrive chez certains patients. Et donc, une sorte de spirale du désinvestissement de soi.
Et c'est là où toute l'équipe autour du patient est importante en fait pour tout ce qui est compétences psychosociales à travailler. C'est ce que j'ai marqué, donc les CPS. Peut-être travailler plutôt sur les valeurs, sur les goûts du patient. Voilà. C'est pas que l'activité physique, c'est pas que le poids. Professeur de Lucas, pardon, l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de choses qui tournent autour d'un patient en situation d'obésité que c'est même presque impossible de tout lister, mais voilà. Ensuite, donc j'en ai parlé un petit peu, tout ce qui est stigmatisation, rejet, culpabilisation, qui vont venir amplifier la faible estime de soi comme preuve qu'on ne mérite pas ou qu'on ne peut pas y arriver. Donc il faut essayer de sortir de cette stigmatisation-là par de la bienveillance, vraiment de l'écoute et de la douceur envers les patients qui, bah voilà, vous ne savez peut-être pas tout de leur passé, mais voilà, ça peut vraiment freiner la motivation à l'activité physique. Je dirais qu'il peut y avoir un rapport très altéré au corps aussi chez les patients en situation d'obésité. Ça peut même être préexistant à l'obésité. Donc après, ça c'est à venir interroger chez le patient, bah voilà, comment lui il perçoit son corps. Est-ce qu'il voit ça plutôt comme un ennemi, comme un ami? Des fois, ça peut être un peu les deux. Comme un fardeau avec les kilos, comme un corps souffrant avec ce dont tu as parlé tout à l'heure, le professeur de Lucas, les problèmes articulaires, par exemple. Voilà, donc ça c'est pareil, ce sont des choses à prendre en compte avec chaque patient. Il y en a qui peuvent ne pas avoir de douleur articulaire, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment chacun est différent. Ça peut être un défaut d'insight, c'est-à-dire un manque de conscience, oui, sur la maladie. C'est vrai. Et là, bah, il faut peut-être amener progressivement ça dans la discussion avec le patient. Mais bon, en général, quand ils sont dans un parcours de soins, c'est qu'ils ont quand même conscience qu'il y a des choses à changer. Mais en tout cas, c'est pas forcément le patient fait rien pour se soigner. C'est peut-être que bah, lui, il voit pas le problème, il est bien avec ses kilos, ou il a peut-être pas trop de répercussions dans sa vie. Donc voilà, tout est imaginable. Et puis, bah, on en a aussi parlé tout à l'heure, donc c'est tous les traumas qui peuvent créer de véritables dissociations corps-esprit chez les patients. Donc, c'est toutes les violences physiques, notamment les agressions sexuelles, des violences psychologiques aussi, mais en tout cas, dans cette dissociation corps-esprit, c'est toutes les violences infligées au corps. Et là, bah, c'est la partie psychologique, l'équipe psy qui peut plus aider, mais en tout cas, déjà d'écouter un patient, ça peut être vraiment aidant. Ensuite, on peut aussi trouver des freins, bah, bien sûr, totalement physiques et fonctionnels. Donc, l'obésité peut créer un véritable handicap. Donc, je rappelle la définition en fait d'un handicap, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération donc substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, c'est tout à fait le cas de l'obésité. Certains patients peuvent ne pas avoir de restrictions fonctionnelles, d'autres oui. Donc c'est pareil, c'est à aller interroger. Est-ce qu'il y a une mobilité réduite? Dans quelle proportion? Quelles sont les douleurs? Y a-t-il, pardon, une arthrose précoce, du coup au niveau des genoux, des chevilles? Des problèmes cardiaques liés à l'obésité ou pas? Une fatigue, une hypertension, enfin toutes les conséquences qu'on peut imaginer de l'obésité. Mais pardon, aussi y avoir la présence d'autres maladies chroniques en association à l'obésité ou préexistantes à l'obésité. Et c'est en ça qu'il est important de ne pas toujours faire d'amalgame, parce que je l'ai déjà entendu. Ah bah oui, vous avez des problèmes articulaires, mais c'est parce que vous avez du poids en trop. Non, il peut y avoir très bien une autre pathologie à côté qui crée des problèmes articulaires. Ça peut être le cas des inflammations vraiment des articulations. De même que comme les cas de cirrhose qu'on a entendu, la cirrhose peut être une conséquence de l'obésité, mais ça peut aussi être dû à une autre pathologie, le diabète également. Donc voilà, il faut pas trop présupposer en fait des problèmes du patient et de ce qu'il vit.
L'idée, c'est vraiment de co-construire avec lui, de créer ce cercle vertueux de bienveillance, de compréhension, d'écoute et de non-jugement pour accompagner au mieux et comprendre vraiment. Enfin, les freins sociaux et environnementaux, professeur Duluca en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc je vais en remettre une petite couche. Voilà, c'est vrai que les études le montrent, parfois ça peut être, alors là je l'avais mis, je ne sais plus à quel niveau, lieu de vie, voilà, sentiment d'insécurité, pas d'espace vert, pas d'équipement. Voilà, les études le montrent, mais il y a aussi des études qui montrent d'autres choses. Je n'ai pas cherché les chiffres, mais notamment l'isolement géographique en fonction du lieu de vie du patient. Quand on vit dans un milieu très rural, très éloigné, soit des structures de soins, des structures adaptées ou des clubs de sport ou même d'une piscine, enfin, que sais-je, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué de faire de l'activité physique comme on peut l'entendre. Ce peut être aussi des contraintes horaires, un manque de temps, une monoparentalité, pardon, donc pas forcément d'entourage ou d'aide proche. C'est vrai que quand, je sais pas, on est peut-être maman avec des enfants en bas âge, aller prendre 1 heure de temps pour soi pour faire du sport, ça veut dire faire garder les enfants, ça veut dire des coûts supplémentaires, peut-être aussi le temps d'aller à la salle de sport. Voilà, c'est pas juste 1 heure dans l'emploi du temps. L'isolement social, donc certains patients ne sont pas du tout motivés par le fait de faire seul. Voilà, d'où l'intérêt dans ce cas-là de pratiquer en groupe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent mal vivre le groupe et donc c'est là où il faut s'adapter. Le coût financier, donc qui n'est pas négligeable et vraiment à prendre en compte pour tout ce qui est achat de licences, de tenues, les déplacements, l'essence ou tout un tas de choses. Ensuite, le patient, il peut aussi, en fonction de son temps libre et de ses moyens financiers, prioriser plutôt d'autres activités ou loisirs au sein de la famille. Et là, il n'y a pas vraiment de jugement à apporter si le patient n'a que tant d'argent pour aller, je ne sais pas, faire une sortie au cinéma ou avoir des vacances avec ses enfants, il va peut-être plutôt privilégier ça que le sport. Et c'est une réalité à prendre en compte, en fait. Donc le lieu de vie, on en a parlé tout à l'heure. Et puis l'inadéquation parfois des offres proposées dans certains clubs de fitness et l'absence de personnel formé vraiment à l'activité physique adaptée et à l'accompagnement des personnes avec des pathologies chroniques, pardon, comme l'obésité. Mais alors, que faire? Alors, est-ce qu'il faut à tout prix lever les freins, trouver des solutions aux patients? Est-ce qu'il faut le motiver à tout prix, lui faire peur? Il y a aussi cette méthode-là. Alors, désolée pour cette slide, elle est un petit peu indigeste. J'ai pas eu le temps de la retravailler, mais l'important, c'est de retenir que le patient, il est unique. Dans mon parcours de patiente, j'ai pu noter en fait que le bilan initial avec un patient, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire quel est son parcours de vie, quelles sont ses capacités, et puis quelle est cette ambivalence entre les freins et les leviers. Mais attention, ça m'est arrivé parfois de ne pas avoir de véritable entretien motivationnel. Je ne parle pas ni du CSO ni d'Obécentre, mais dans d'autres contextes, de ne pas avoir forcément d'entretien motivationnel à part. Et quand on fait juste un bilan, le souci, c'est que pour le patient, le bilan, il peut avoir à revenir sur des choses difficiles, des traumas. Il peut avoir finalement beaucoup plus de freins que de leviers. Et alors, dans ces cas-là, on se retrouve avec une balance qui penche du côté des freins. Et ça m'est déjà arrivé de ressortir de bilan en étant moins motivée qu'à l'arrivée. Donc ça, c'est quand même dommage. C'est pour ça que vraiment l'entretien motivationnel, on l'a dit à plusieurs reprises, et j'insiste, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui se fait en même temps par, avec et pour le patient, je dirais. Voilà. Et il y a quelque chose à éviter. J'espère que là, moi, je vais pas avoir un réflexe correcteur moi-même en vous disant ça, mais d'éviter un réflexe correcteur avec le patient. C'est-à-dire, même si ça part d'un très bon sentiment, souvent,
Par exemple, on a envie que le patient guérisse, on a envie de trouver des solutions pour lui. Si on sent que c'est un problème financier ou si on sent que c'est un problème de je ne sais pas quoi, qu'il n'a pas les informations qu'il faut. Donc on va vouloir peut-être, en tant que soignant ou en tant qu'éducateur, tout de suite trouver des solutions pour le patient. Et alors le souci qui se pose quand on fait ça, en fait, c'est que ça peut vraiment déclencher une réaction, ce qu'on appelle de réactance psychologique. Et le patient, pour lui, pour se sentir libre, en fait, eh ben, il va peut-être aller à l'inverse de ce que vous proposez, même si c'est fait de façon bienveillante et que ça part, comme j'ai dit, d'un bon sentiment. Donc c'est beaucoup de psychologie dans l'accompagnement et c'est en ça que l'entretien motivationnel, qui est plutôt une position basse par rapport au patient, je dirais, par des questions ouvertes, notamment, ça va faire émerger ce discours changement chez le patient et c'est le patient lui-même qui va trouver les solutions qui lui conviennent et ce qui va vraiment lui convenir à lui dans sa situation en fait. Donc les questions ouvertes, bah, ça peut être par exemple, comme je l'ai marqué, pourquoi c'est important pour vous de bouger plus? Qu'est-ce que cela pourrait vous apporter? Pour vous, bouger plus ou faire plus d'activité physique, qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, selon les réponses qu'un patient peut apporter, une reformulation pardon, neutre, ça peut être très puissant en fait. Et ça montre que vous écoutez le patient, que vous le comprenez bien et surtout que bah, vous n'êtes pas en train de le juger ou en train d'essayer de dire que ce qu'il fait, c'est pas bien et puis de chercher à tout prix à faire, à lui faire autrement que ce qu'il fait. Par exemple, si le patient vous dit, bah, moi, je suis trop fatigué, j'arrive pas en ce moment, bah, au lieu de dire, oui, vous êtes fatigué, mais bon, trouver 5 minutes pour aller marcher, voilà, ça va vous faire du bien. Bah, en fait, vous en savez rien si les 5 minutes pour aller marcher, là, tout de suite, ça va lui faire du bien. Il a peut-être juste besoin que vous compreniez qu'il est fatigué et peut-être que de toute façon, de lui-même, il va prendre le temps de trouver ces 5 minutes-là. Donc voilà, parfois on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui trouve une solution à nos problèmes, mais plus cette écoute et cette compréhension qui peut manquer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je répète un petit peu, donc les compétences psychosociales, la motivation vraiment intrinsèque liée au patient lui-même. L'idée, c'est pas qu'il aille faire de la marche nordique pour vous faire plaisir ou pour être ce bon patient, en fait. L'idée, c'est qu'il trouve vraiment la motivation intrinsèque liée à lui-même, liée à ses goûts, liée à ses valeurs, liée à ce qu'il a envie pour lui, pour son bien. Et ça sera beaucoup plus durable dans le temps parce que bah, au bout d'un moment, c'est sûr que l'accompagnement, il va s'arrêter et le patient, bah, il faut qu'il continue avec toutes ces bonnes habitudes mises en place. Donc il y a plein d'autres techniques hein, dans l'entretien motivationnel. Si ça vous intéresse, pareil, d'aller chercher, bah, c'est le résumé, l'échelle de motivation, ok, sur une échelle de 1 à 10, pourquoi, à combien vous êtes motivé à changer tel comportement, pourquoi c'est, je sais pas, 3 sur 10 et pas 0, par exemple. Il y a d'autres méthodes, donc DDPD, c'est demander, partager, demander, c'est-à-dire plutôt interroger le patient et de temps en temps, bien sûr, donner de l'information qui peut être bah, pertinente hein, si le patient en a besoin. Mais pour ça, il faut interroger. Voilà, si le patient vous dit, bah, moi, je ne sais pas comment faire, j'ai pas, euh, j'ai pas l'argent pour aller faire du sport. Ok, donc vous pouvez vous reformuler par exemple, et puis ensuite dire, bah, est-ce que ça vous intéresserait de connaître des façons de faire du sport à moindre coût? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir, je sais pas, un petit listing des centres sociaux qui peuvent vous aider à trouver des activités sportives dans des associations entre guillemets pas chères? Enfin voilà, c'est d'aller vraiment interroger si bah, le patient est d'accord en fait pour avoir cette information-là ou pas. Voilà. Et en fait, cette façon de faire avec les patients, ça va grandement améliorer la relation thérapeutique. Ça va créer vraiment un climat de confiance avec le patient, un cadre très sécurisant où il se dit qu'il va pouvoir vous parler sans être jugé. Et puis, de se dire que vous n'allez pas l'obliger en fait à faire telle ou telle chose. Ça va vraiment renforcer son sentiment de liberté, d'efficacité
Et puis c'est tellement gratifiant de trouver par soi-même en fait euh, les solutions à nos propres problèmes, voilà, de sentir qu'on est autonome plutôt que nous dire ce qu'on doit faire et d'appliquer, pas bêtement bien sûr, hein, les conseils sont toujours pertinents en soi, mais voilà, pas toujours adaptés à ce dont le patient a besoin sur l'instant. Donc bah voilà, je répète un petit peu la méthode des petits pas, le suivi régulier, les objectifs SMART, comme l'a dit tout à l'heure Julie, en fait, hein, des objectifs mesurables, atteignables, réalistes, co-construits avec le patient. Euh, et puis, voilà, ah oui, alors j'ai mis une petite phrase que j'ai entendue il y a encore pas très longtemps, comme quoi il y a encore des choses à déconstruire, où j'ai entendu, bah, sur une semaine, il y a 7 fois 24 heures, donc 168 heures. Ah bah, vous pouvez bien trouver 3 heures dans la semaine quand même pour faire un petit peu de sport. Bon, bah voilà, on voit qu'on a encore des petites choses à changer. Et en fait, c'est très facile d'imaginer cette ambivalence chez les patients si vous vous mettez pas forcément à à leur place parce que vous n'avez peut-être pas, vous, de difficulté à faire du sport ou de l'activité physique, mais c'est par exemple d'imaginer quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, arrêter de fumer, mieux ranger vos papiers, ça peut être vraiment un autre sujet. Et d'imaginer bah, trois raisons pour lesquelles vous avez envie de faire réaliser ce changement, et puis trois raisons qui font que vous n'avez pas envie ou que vous l'avez pas encore fait. Bah, on se rend compte qu'en fait, on a tous cette ambivalence en nous pour tout un tas de sujets. Et chez les patients, c'est pareil. Donc, vous ne pourrez pas non plus venir que appuyer le positif parce que bah, parfois, il y a plus de freins que de positifs. Mais c'est possible en tout cas de co-construire petit à petit un programme réaliste et tenable dans la durée. C'est surtout ça aussi qui importe. Voilà. Et puis bah, moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser des petits outils ludiques, notamment des compteurs de pas, des applications mobiles, avec mes enfants, des jeux Pokémon Go par exemple pour bouger. Et je voulais juste terminer par vous présenter en fait très très rapidement une petite mallette qui s'appelle la mallette Planète, donc pour promouvoir l'activité physique en éducation thérapeutique, qui est une mallette téléchargeable, donc vraiment gratuite sur le site du CRESPACA. C'est pas spécifique aux personnes en situation d'obésité. Ça peut toucher toutes les pathologies chroniques. En tout cas, cette mallette est vraiment très bien faite pour aborder cette question de l'ambivalence avec les patients et puis apporter un petit peu à nouveau des connaissances sur l'activité physique, ce qui peut être profitable. Voilà. Merci. Merci Armel. Une première question qui a été posée, comment expliquer que la région Centre-Val de Loire est l'une des régions les plus touchées par l'obésité? C'est probablement une aggravation de la problématique socio-économique. Donc autant, enfin, Orléans est quand même assez sinistré, et donc ça doit peser assez lourd, mais ça reste des hypothèses parce qu'on n'a pas d'éléments plus fins que celui de l'échelle régionale. Donc on ne pourra pas aller bien plus dans les explications, mais c'est probablement ça. Merci. J'ai une question un peu plus pratique. Je pense que c'est plutôt pour toi, Julie. Euh, Mhm. Par quoi remplacer la corde à sauter pour avoir les mêmes bénéfices, pour que ça soit pas dangereux pour les chevilles et les genoux, pour éviter les sauts? Oui, c'est la question sur la boxe anglaise, c'est C'est ça. ça. Alors peut-être, je pensais plutôt faire un travail avec une échelle de rythme, avec des petits pas côté intérieur qui vont faire monter un petit peu le cardio, qui se font pas forcément en courant, et qui travaillent également les appuis. Ok. Euh, j'ai une autre question. C'est quelle place donnons-nous à l'alimentation ultra transformée comme environnement obésogène? En fait, l'alimentation ultra transformée pose plusieurs problématiques. La première, c'est que c'est souvent des aliments denses, donc riches en calories. Deuxièmement, enfin, parce qu'ils sont gras et sucrés. Deuxièmement, il y a la problématique spécifique des additifs qui peut favoriser sans doute un peu plus de complications, notamment de stéatose hépatique, donc des problèmes de foie. Donc, ça fait partie de la malbouffe et des choses qu'il faut éviter et envisager de revenir à des choses simples, ce qui veut dire aussi se remettre à faire la cuisine, ce qu'on n'a pas de moins en moins le temps de faire également.
Après, j'ai une question, mais qui est pas tout à fait sur le sujet. C'est plutôt sur la sédentarité au travail. Par quels moyens on peut réduire cette sédentarité? Oui, bonjour Monsieur Boudneau, j'ai vu que c'était votre question. Ben, vous êtes bien placé pour nous faire partager votre pédalier sous le bureau, qui peut être une solution. On a également tout ce qui est, aujourd'hui, on a les bureaux qui se montent, qui se baissent pour pouvoir travailler debout, assis. On a également, dans certaines entreprises, ça se fait de l'activité physique entre midi et deux ou sur une pause dans la matinée ou dans l'après-midi. Ça peut être quelques alternatives. Alors, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Euh, je vous ai ouvert le micro. Normalement, vous pouvez parler, Monsieur Métaux. Je vous en prie. Vous m'entendez? Oui. Non, je sais pas pourquoi ma main s'est levée. Non, Ah. non, je n'avais pas forcément de questions. Cependant, je vous écoutais un peu tous, très intéressant sur comment orienter les professionnels sur l'obésité et surtout sur l'activité adaptée. Mais moi, j'avais une question alors, qui peut me venir sur les potentielles branches pour être éducateur APA. Moi, aujourd'hui, je suis éducateur sportif avec un certificat de qualification professionnelle. Aujourd'hui, j'ai pas forcément les prérogatives pour faire de l'activité adaptée. Cependant, voilà, avec des webinaires et des sensibilisations, c'est des choses que j'essaye de travailler, quoi. Oui, en effet, Écoute, donc vous pouvez réussir à suivre un petit peu les formations pour pouvoir vous mettre au goût du jour. Après, pour être vraiment enseignant à pas, à ma connaissance, il n'y a qu'une branche, c'est la fac STAPS avec la licence ou le master activité physique adaptée à la santé. J'ai un doute s'il n'a pas changé de nom l'année dernière, mais qui reste sur la même thématique. et du coup, moi, je vais en profiter pour introduire. On a deux formations sur le thème de l'obésité qui vont être mis en place, toujours cross et en partenariat avec ObésCentre, le 4 décembre à Fleury-les-Aubrais et le 29 janvier dans le Loir-et-Cher. Le lieu est encore à confirmer. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ces formations, vous pouvez contacter le Cross directement pour vous inscrire. Il y a le lien aussi d'inscription sur notre site internet. Et dans le mail recap, je vous remettrai les dates, les lieux et comment s'inscrire. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai une question aussi sur est-ce que c'est un mythe les 10 000 pas par jour ou est-ce que ça a vraiment un bénéfice? Alors, les 10 000 pas par jour, c'est pas un mythe. On en parle, hein, l'OMS, l'HAS, tout le monde en parle. Ça a été étudié, donc les 10 000 pas par jour ne sont pas un mythe, mais comme je vous disais tout à l'heure, en ce qui concerne des personnes en situation d'obésité, euh, on adapte. On démarre pas à 10 000 pas et on voit jusqu'où on peut aller. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 10 000 pas en 1h20, 1h30. C'est des choses qui peuvent paraître insurmontables pour des personnes en situation d'obésité. Là, dans l'activité physique et l'obésité, ce qu'on va surtout préconiser, c'est de marcher, rien qu'un petit peu, mais, mais avoir la volonté et réussir à, comment dirais-je, à dépasser le fait de se mettre en mouvement et d'aller pratiquer. On va pas demander 10 000 pas par jour à une personne en situation d'obésité dès le début de la pratique, quoi. Ah, Marie? Oui, je sais pas si tout le monde m'entend, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, je suis l'enseignante en activité physique de l'hôpital d'Orléans. Et on a eu enfin, j'ai eu il y a 2 ans la connaissance d'une étude qui disait qu'au bout de 3500 pas par jour, on diminuait le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, je trouve que c'est un bon plan pour les patients qui écoutent parler des 10 000 pas par jour, de les rassurer en disant que si 3500 pas, c'est un objectif pour eux réalisable, bah, on peut atteindre que 3500 pas. Il y a déjà des bénéfices pour la santé qui sont prouvés. Ok, bah écoutez, si vous avez l'étude, je veux bien que vous me l'envoyiez parce que j'avais pas connaissance de Ouais, cette étude. je retrouverai peut-être pas l'étude, mais je sais que c'était il y a 2 ans. Enfin,
sur un temps libre. J'avais fait mes petites recherches. Et ouais, la dernière étude, du coup, c'était 3500 pas par jour et il y avait des bénéfices pour les maladies cardio. Voilà, Ok. si ça peut aider certains pour adapter les discours. Merci. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Super, merci. Oui, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour vos interventions parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Ça fait écho aussi là où je travaille. Je suis enseignante en activité physique adaptée dans un centre spécialisé en obésité aussi, et enfin en structure hospitalière. Et je voulais réagir justement au fait que certains patients, au niveau psychologique, il y a des gros freins. Et j'ai notamment moi eu affaire à une patiente qui était très freinée par enfin, elle est arrivée limite en pleurs et je suis tombée un peu dénue parce que d'habitude, on prend le temps, etc., pour en discuter avant. Bien sûr qu'on a un entretien motivationnel, etc. Et c'est vrai que je me suis trouvée un peu démunie face à cette patiente parce que je lui ai dit que on prendrait le temps qu'il faudrait, mais c'est vrai que au final, le frein psychologique, il est extrêmement fort très souvent, et savoir comment bien réagir, c'est pas évident. Et cette patiente, elle est repartie en disant non, 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 je commencerai pas l'activité physique, je suis vraiment pas prête, j'aime pas ça. Enfin, elle m'avait dit clairement qu'elle avait une phobie, donc je me suis pas du tout opposée à ce qu'elle ne démarre pas tout de suite. Elle était clairement pas du tout prête. Mais c'est vrai que c'est ça nécessite un gros travail, enfin de prendre du temps en tout cas de communiquer, de mettre des mots sur les freins et sur les possibilités après ce travail. Et, et voilà, je ne sais pas si vous avez, que ce soit Julie ou Armel, des conseils ou des recommandations dans ces cas-là, peut-être voilà, pour accompagner au mieux le patient sans justement être enfin, en restant dans l'accompagnement, sans proposer de solutions, comme vous disiez. Alors, Oui, alors, oui, vas-y, Armel. oui, alors la proposition de solution, c'est pas forcément mal entre guillemets, hein. C'est juste que voilà, c'est par petites touches. Je pense que vous avez eu la bonne réaction en fait avec cette patiente. L'idée, bah, c'est d'accompagner, d'écouter, éventuellement juste réconforter. Des fois, il n'y a pas forcément à trouver une solution. Et vraiment, par l'écoute, on peut débloquer tellement de choses assez inimaginables peut-être pour des gens qui vont bien au niveau bah, santé mentale en fait. Et je pense que vous avez eu la bonne réaction. Laissez le temps au temps, quoi. Laissez la patiente revenir vers vous et peut-être lui proposer un accompagnement autre si vous avez des ressources éventuellement pour du soutien psychologique par ailleurs. Je sais pas, je me souviens pas dans quelle structure vous travaillez, mais du soutien psychologique, je sais pas, psychologue, psychiatre ou autre. Mm. Ouais, Mais ouais, je pense que vous avez eu la bonne réaction quand même. Mm. Mm. ok, merci. Julie, du coup, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Eh ben, écoute, non, c'est bon, Je tu as t'ai tout coupé la dit. parole. Eh ben, je vais laisser la parole à Fatoumata. Ben, merci beaucoup à toutes ces présentations. Ben, moi, je suis coordonnatrice du contrat local de santé de Orléans Métropole. Je suis à la phase de construction de mon CLS et j'ai semblé trouver pertinent de pouvoir suivre en fait ce webinaire-là. Mais moi, j'avais une question en fait. C'est pour vous, quels sont les leviers concrets qui peuvent être mobilisés par les collectivités pour favoriser l'activité physique adaptée en fait chez ces populations en situation d'obésité? Notamment dans une logique de prévention durable. Parce que, comme je vous l'ai dit, le CLS est essentiellement basé sur la prévention et ces populations-là aussi sont à tenir en compte d'eux. Donc, pour vous, comment, en fait, voilà, nous, en tant que coordonnateurs, notre rôle, en fait, c'est pour mettre en valeur tous ces leviers-là, qu'on puisse le notifier dans notre contrat de santé. Vous pouvez peut-être orienter vers les associations de patients. Il y a des associations qui existent, qui sont faites pour les patients en situation d'obésité, et donc qui peuvent leur permettre de pérenniser un petit peu l'activité physique et de leur réindiquer où est-ce qu'ils peuvent pratiquer l'activité physique. Je ne sais pas si c'était votre question. Oui, parce que je dis, quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'on peut mobiliser collectivement? En plus des associations, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trucs en fait qu'on peut mobiliser? Tout ça, c'est d'avoir une action durable en fait.
Euh, je sais pas si Armel, tu peux apporter une réponse ou Camille, peut-être, tu as peut-être une réponse plus construite que moi à donner. Effectivement, oui, il y a les associations de patients. Il y a aussi, en l'occurrence, dans le 37, pour votre cas, il y a le PEPS qui est porté par le comité départemental olympique du 37, qui peut accompagner des solutions autour de la prévention, que ce soit par des actions sur le terrain ou par l'orientation des patients directement. Ça peut faire c'est un très bon relais pour le suivi. Et ensuite, il faut se rapprocher aussi d'OB-Centre hein, et des actions qui font, eux, déjà ce travail-là, hein, quotidiennement, de prévention de fond quotidiennement. Mais c'est vrai que les maisons sport santé ont un rôle à jouer là-dedans aussi, et toutes les associations de patients qui existent font ce travail-là au quotidien. Après, il y a aussi certains CPTS qui mettent en place des programmes à destination des personnes en situation d'obésité. Donc, c'est peut-être intéressant en tant que CLS de se rapprocher des CPTS, de voir comment on peut travailler ensemble aussi. Ok. Parce que comme je dis, l'idée vraiment, c'est de pouvoir mailler le territoire parce que Savoie, c'est une grosse métropole, donc qu'on puisse en fait avoir des leviers pour pouvoir orienter les patients. Voilà. Ok. Merci. J'ai encore une question sur la formation pour le coup. Euh, Quel diplôme, mis à part la licence APA, pour pouvoir accompagner ces personnes? Euh, En fait, il y a plein de formations qui sont proposées. Vous m'arrêtez, Julie et Camille, si vous voulez compléter, mais il y a pas mal de formations fédérales qui permettent d'avoir des billes en plus, qui sont pas forcément certifiantes, mais qui permettent d'avoir des billes en plus pour accompagner des publics avec des pathologies, pas forcément que obésité. Si vous voulez une formation certifiante, il y en a pas énormément. Il y a la licence APA, il y a certains alors, je sais plus comment ça s'appelle, parce que maintenant ça a changé de nom, mais les BPGEP, c'est anciennement Activité pour tous. Et après, il y a pas full possibilité pour accueillir des publics en situation d'obésité. Sauf si je me trompe. En fait, à peu près tout le monde peut encadrer de l'activité physique sur des personnes. Après, c'est une question de compétences c'est une question de compétences et d'objectifs qui est mis derrière. Et ça dépend du cadre dans lequel les patients sont orientés. Si c'est dans le cadre de la prévention médicale, de la prescription médicale, dans ce cas-là, faut avoir les moyens de répondre à la prescription, par les moyens de compétences. Mais il existe des formations, hein, le CROSS en propose d'ailleurs, il y a la formation du CROSS sport sur ordonnance. Ils essayent d'organiser régulièrement des sessions. Je ne sais pas s'il y en a à venir là. Il y en a une dans le 41, mais je crois qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Donc, il y a des formations régulières. J'ai vu rapidement dans le chat qui parlait du DU APA. C'est un DU qui est porté par l'Université de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, mais elle est ouverte que aux personnes qui ont déjà une licence 3 ou plus. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur accès vers le diplôme d'enseignant en activité physique. Et pour rebondir avec ce que disait Julie tout à l'heure, en fait, c'est le nom du métier qui a changé, pas le nom de la formation. Donc, du coup, maintenant, on est officiellement, les personnes qui ont fait une licence STAPS EAPA sont EAPA, enseignants en activité physique adaptée, et ceux qui ont un Master 2 sont maintenant coordinateurs enseignants en activité physique adaptée. Le nom des diplômes n'a pas changé, c'est le nom du métier qui a été légiféré. Pour le contact des maisons sport santé, je pourrais vous les remettre dans le mail. Elles sont accessibles. Et vous avez aussi le site qui recense tous les clubs et toutes les associations qui proposent du sport santé sur le site régional sport santé. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous donner des idées. Et effectivement, pour les formations fédérales, il y a certaines fédérations qui proposent des formations en interne sur du sport santé, pas forcément spécifiques obésité, mais sur des petits modules de sport santé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si les intervenants veulent rajouter quelque chose. Ben, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter. Mon contact c'est au mail cso@su-tour.fr.
Voilà, je vous le mets dans le chat si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on s'entretienne, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remettrai aussi toutes les coordonnées dans le mail pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt pour un prochain webinaire Sport Santé. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Merci à vous. Au revoir.